l'idée d'atome, atomos. Il arrive à arracher des toutes petites particules aux atomes. Le coquin, bien piètre élève, est celui qui ne dépasse pas son maître. C'est qu'en fait, l'atome est vide, finalement. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Tous les physiciens, ils ont dit « Ah ouais, Bohr, il est balèze de ouf ». C'est comme si j'envoyais un obus sur un mouchoir et que l'obus revenait vers moi. Un petit peu comme les planètes autour du Soleil, vous voyez. Une tête d'épingle dans une salle de concert. Si vous m'avez bien compris, c'est que je n'ai pas été clair. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un grec, je vais vous parler de Tagadak, voilà les Dalton. Je vais vous parler de pudding, peut-être de cookies, possiblement de Saturne, probablement des planètes. On finira par parler sans doute de modèles. Et ne vous inquiétez pas, dans tout ça, on devrait bien parler de l'atome, même à travers tout ça finalement. Bienvenue, aujourd'hui c'est une vidéo particulière dans un format nouveau que je souhaite vous proposer sur la chaîne. On va se faire une petite histoire, non pas histoire de l'atome, mais histoire du modèle de l'atome et son évolution au fil des siècles. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Donc, calmez-vous tout de suite, asseyez-vous confortablement et on est parti pour un peu d'histoire. Alors on va commencer par les Grecs et je parle pas du kebab. Donc notre histoire commence avec un philosophe qui avait beaucoup de temps et que sa cervelle pour produire quelque chose, il s'appelait Démocrite. Et Démocrite, en tout cas de ce qu'on sait dans la littérature, eh bien, c'est l'un des premiers à avoir proposé l'idée d'atome, atomos, comme il disait, ces fameux Grecs. Atomos, qui signifie insécable, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Et en fait, pour Démocrite, eh bien, la matière, elle était faite d'atomes, ou alors, ce qui n'était pas fait d'atomes, eh ben, c'était fait de vide. Je ne vais pas rentrer dans le détail du vide, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y avait cette idée d'atome, et d'ailleurs, ce n'était pas le seul, il y avait Épicure, et puis il y en a qui n'étaient pas d'accord, évidemment, Aristote, avec sa théorie des 4 éléments. Et puis, dans leur conception de l'atome, qui signifie insécable, eh bien, pouvait y avoir plusieurs formes. Alors, je mets des formes un peu au pif, hein, comme les pièces d'un puzzle. Et donc, les atomes pouvaient avoir une forme, des caractéristiques différentes, mais en tout cas, ils étaient censés s'accrocher les uns aux autres. Et donc, c'est de là, d'ailleurs, que vient la fameuse idée des atomes crochus, comme s'il y avait une petite sympathie chimique et que pouvait avoir ces atomes crochus. Et aujourd'hui, on dit des fois pour les relations intimes qu'on va avoir des atomes crochus. Ça, c'était notre ami Démocrite, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et après, dites-vous bien que pendant à peu près 2000 ans, voire un peu plus, il s'est absolument rien passé autour de l'atome. On en est resté là parce que c'est la théorie des 4 éléments d'Aristote, donc air, eau, feu et terre, qui a dominé pendant toutes ces années. Donc je vous emmène beaucoup plus loin et on va parler ensuite de Dalton. Le premier modèle ensuite qui vient nous dire ce que c'est qu'un atome, c'est le fameux Dalton, donc qui lui va arriver, si je dis pas de bêtises, je fais de tête, vers 1803, donc au début du 19e siècle. Pour Dalton, eh bien en fait, il va proposer un modèle de l'atome qui est assez simple, qui correspond à la sphère que vous voyez dans les modèles moléculaires. Donc pour lui, l'atome est une sphère indivisible, incassable, indestructible et éternelle. En gros, pour Dalton, l'atome, c'est ça, c'est une sphère. Sur quoi il se base? Il se base sur 2 lois qu'on a à l'époque. La loi de conservation de la masse, qui nous vient de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et donc au cours d'une transformation chimique, eh bien, c'est seulement des réarrangements d'atomes, mais en aucun cas l'atome lui-même est modifié. Donc l'atome est indestructible. En fait, il répond avec son modèle atomique à ces 2 lois, la loi de conservation de la masse et la loi des proportions définies, qui consisterait à dire que dans le sel, j'ai toujours un atome de sodium pour un atome de chlore, et donc j'aurai toujours les mêmes proportions massiques également. Alors là où ça devient rigolo, parce que jusqu'ici, l'atome est encore une sphère, si vous voulez, c'est la particule élémentaire à l'époque. Ça veut dire que si je découpe la matière à sa plus petite échelle, je vais tomber sur un atome. Et évidemment, à l'époque, il disait déjà que pour un élément donné, on avait un type d'atome, donc à chaque élément, carbone correspond à l'atome de carbone, azote correspond à l'atome d'azote, etc. Mais c'était une entité indivisible. Et là, le drame, à la fin du 19e siècle, avec J.J. Thomson. J.J. c'est Joseph John Thomson, mais on va le surnommer J.J. Thomson. Et donc avec Thomson, en 1897, eh bien il arrive à arracher des toutes petites particules aux atomes, le coquin. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il arrache des électrons à l'atome? Ça veut dire que l'atome était bien composé d'électrons et d'autres choses. Donc, l'atome échappe à son étymologie. Il n'est pas atomos puisqu'il n'est pas insécable. Mais pourtant, on continue de l'appeler atome. Thomson va proposer qu'il est composé de ces fameux électrons dont il a démontré l'existence dans un espèce
d'une espèce de soupe chargée positivement avec les électrons négativement. Et donc ça, c'est le fameux modèle du plum pudding. C'est le pudding de Thomson. Pourquoi le pudding? L'atome, du coup, ça devient une espèce de charge positive comme ça. Donc ça serait une charge plus. Et dans cette charge plus, qui serait un petit peu le gâteau, si vous voulez, eh bien, on va trouver des électrons. Hop, des électrons un petit peu comme les raisins dans un pudding, d'où le modèle du pudding. Mais si vous êtes plus branché cookie, vous pouvez imaginer que c'est un cookie avec des pépites de chocolat et ça marche très bien également. Cela dit, la charge plus, ça serait plus fois Z, fois un numéro atomique. Bon, l'idée, c'est juste de dire il y aura autant de charges plus que de charges négatives. On était d'accord déjà sur l'électroneutralité dans l'atome. Donc vous voyez que déjà avec Thomson, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il met fin à cette idée que l'atome est indivisible. Je continue ou pas? On part en récréation, c'est la récré. Je vais dire, je fais pas ta blague. Je fais pas ma blague habituelle. Tu sais, dans toutes les vidéos, à chaque fois qu'il y a la sonnerie, ils vont plus en pouvoir, les gens. Oui, donc avec Thomson, l'idée importante pour moi, c'est qu'on va rompre avec l'étymologie de l'atome. Ça, c'est assez incroyable. Et ensuite, il y a un élève de Thomson qui s'appelle Ernest Rutherford. Rutherford, c'est un déglingo. Il est ultra balèze et, comme chacun sait, bien piètre élève est celui qui ne dépasse pas son maître. Quoi qu'il en soit, ensuite, on va arriver sur Ernest Rutherford, qui va proposer un modèle en 1911. Alors, je vous explique quand même l'expérience de Rutherford parce que c'est absolument génial. L'idée de Rutherford, c'était de bombarder une feuille d'or. Donc, il a une feuille d'or comme ça, hop, et il va envoyer des particules alpha. Donc, les particules alpha sont des noyaux d'hélium. Il les envoie à une vitesse phénoménale à travers la feuille d'or. Grâce à des écrans fluorescents, je vous passe les détails, il va récolter les impacts pour voir si les particules alpha traversent la feuille d'or, sont déviées ou ricochent. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même, il est malin, Rutherford, donc c'était très long à l'époque d'observer ça. Donc il a pris des collaborateurs qui allaient le faire pour lui et qui passaient des heures assis dans le noir jusqu'à ce que les pupilles se dilatent pour pouvoir observer l'expérience. Bref, c'était pas aussi passionnant que ça en a l'air, mais pour nous ça l'est. Qu'est-ce qu'ils observent dans cette fameuse expérience de la feuille d'or? C'est qu'en fait, quasiment toutes les particules alpha traversent la feuille. Et vraiment, littéralement, elles traversent la feuille d'or, sauf quelques particules qui ne sont pas légèrement déviées, mais qui reviennent carrément vers lui. Ce qui est incroyable, pour vous rendre compte, ces particules alpha, à la vitesse où il les envoyait, c'est ce qu'il explique d'ailleurs, sa phrase exacte, je sais plus c'est quoi, mais en gros il dit, c'est l'événement le plus marquant de toute ma vie, c'est comme si j'envoyais un obus sur un mouchoir et que l'obus revenait vers moi. Vous voyez, c'est la phrase de Rutherford, je trouve que franchement c'est archi stylé, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que du coup, il y avait certaines particules qui, dans la feuille d'or, rebondissaient à certains endroits précis sur des masses extrêmement importantes, et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rutherford? Il a dit en fait, toute la charge positive, pour pouvoir repousser les particules alpha elles-mêmes chargées positivement, et vous le savez les amis, les charges de même signe se repoussent, et les charges de signe opposé s'attirent, eh bien il a proposé qu'en fait la charge plus n'était pas répartie comme dans le pudding, mais qu'elle était ultra localisée en un point central, et que les électrons se trouvaient autour. Et là on arrive à quelque chose d'hyper intéressant, parce que le modèle de Rutherford est beaucoup plus riche en apprentissage que tous les précédents, donc c'est ce qu'on va appeler un modèle planétaire. Et donc l'idée de ce modèle, ça serait de mettre donc la charge, je vais la noter plus Z2, une charge positive au centre, et les électrons qui vont graviter autour, un petit peu comme les planètes autour du Soleil. Vous voyez, hop. Alors comme l'atome est électriquement neutre, on aurait Z électrons qui gravitent autour d'une charge. Précision, sur 20 000 particules, il y en a une à peu près en moyenne qui revenait en arrière. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, avec cette idée, là mon schéma n'est pas du tout à l'échelle, mais en fait le noyau, il est 100 000 fois plus petit que la taille de l'atome. Il faut vous rendre compte, c'est minuscule, et Rutherford le compare à une tête d'épingle dans une salle de concert. Et donc là, les amis, on arrive à un truc qui est complètement fou, c'est qu'en fait, l'atome est vide, finalement. Si la masse est concentrée en une tête d'épingle dans une salle de concert, et qu'on a appris, ça je ne l'ai pas dit, mais Thomson avait démontré aussi, que la masse de l'électron était en ordre de grandeur 1000 fois inférieure, 2000 fois inférieure à la masse du noyau. Finalement, la masse n'est pas dans les électrons, elle n'est que dans le noyau, et le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome, et donc on arrive au fait que l'atome a une structure lacunaire, dit autrement, l'atome est vide. Et je trouve que c'est rigolo parce que Démocrite qui disait la matière c'est des atomes et le reste c'est du vide, mais non, l'atome il est vide finalement. Après, encore une fois, là on pourrait philosopher sur qu'appelle-t-on le vide, mais c'est pas le but de la vidéo. Si je commence à m'égarer, vous êtes là encore demain. On appelle modèle planétaire parce que les électrons gravitent
autour du noyau de la même manière que les planètes gravitent autour du Soleil ou que la Lune gravite autour de la Terre. Bref, c'est ça l'idée du modèle planétaire, c'est de faire quelque chose qui répondrait à la même structure, aux mêmes équations de la physique. Où en sommes-nous avec cette histoire? Le modèle planétaire de Rutherford, c'est celui qui est souvent enseigné au lycée. Et pourtant, il est faux. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, la fameuse phrase de George Box que j'aime bien, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. J'en profite pour vous dire, au moment où je sors cette vidéo, il y a mon amie Viviane Lalande de la chaîne Syllabus qui sort également une vidéo dans laquelle j'interviens un petit peu justement pour parler de ces choses-là, sur les choses fausses que nous avons appris à l'école. Je vous recommande vivement d'aller la voir, elle est vraiment géniale, donc je vous mets le lien en description, et dans ce cas, n'hésitez pas à faire un petit coucou de ma part. Donc ce modèle planétaire de Rutherford, il est très satisfaisant, parce que déjà, il rend compte un peu plus de la structure de l'atome, il rend compte de la structure lacunaire, il répond à l'expérience de la feuille d'or, ok. Maintenant, il a des limites. 2 limites dont je souhaite vous parler. Première limite, à l'époque, la théorie dominante en électromagnétisme, c'est la théorie de Maxwell. Et donc Maxwell, voilà, il y avait les équations de Maxwell qui décrivaient comment une particule chargée se comporte dans un champ électromagnétique. Premier gros problème, quand on applique les équations de Maxwell à ce pauvre petit électron, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver que l'électron, en moins d'une nanoseconde, il va se cracher sur le noyau. Donc l'atome est instable. Donc là, on a un vrai problème, c'est que la physique classique de l'époque, je dis classique par opposition à quantique, parce qu'après il y a la physique quantique qui va arriver, mais la physique classique de l'époque, même avec la théorie la plus robuste, n'est pas capable d'expliquer la stabilité de cet atome. Donc premier problème auquel le modèle de Rutherford ne peut pas répondre. Deuxième problème, à l'époque, il y a quelque chose que les physiciens comprenaient pas encore, c'était que dans la spectroscopie atomique, il y avait quelque chose qui était particulier, c'est que si on s'amuse à regarder comment absorbe et émet un atome, eh bien on va se rendre compte qu'il y a seulement certaines longueurs d'onde, j'appelle lambda la longueur d'onde, certaines longueurs d'onde, donc certaines énergies très particulières qui peuvent être absorbées ou émises. Donc c'est comme si on avait des longueurs d'onde, voilà, qui sont permises, et toutes celles où j'ai pas mis de trait, en fait, ça correspond à des longueurs d'onde et de manière équivalente à des énergies qui ne peuvent ni être absorbées ni être émises. Donc il y avait un truc, c'est ce qu'on appelle en fait des raies d'absorption ou des raies d'émission. Et donc ce phénomène-là, on était incapable de l'expliquer. Le modèle de Rutherford n'est pas capable d'expliquer ce phénomène en particulier. Donc vous voyez qu'on a 2 impasses, la non-stabilité de l'atome de Rutherford et son incapacité à expliquer les émissions et les absorptions de lumière par les atomes. Et donc là, on va un peu plus loin. Alors attendez, on est en 1911. Ensuite, on a le fameux Danois. Il faut que je vous parle d'un Danois au regard mélancolique, mais au cerveau sacrément affûté. Il s'agit de Niels Bohr. Et donc Niels Bohr, ce qui est rigolo, c'est qu'après sa thèse, il a été élève de Thomson. C'était un physicien de ouf, hein. C'était vraiment un tueur à gages en physique. Le truc, c'est que Thomson, c'était quelqu'un quand même d'assez autoritaire, le contact n'est pas très bien passé, il y avait des froids entre les deux. Niels Bohr a eu l'audace de corriger des erreurs de calcul dans un des grands traités de J.J. Thomson. Et Thomson, il a pas trop kiffé le plan. Il n'a pas kiffé du tout même. Donc ça a mis un froid. Ensuite, Bohr, il a travaillé dans son coin, il lui a demandé de relire un de ses manuscrits. Thomson, il n'y a pas touché, et bref, voilà, c'était pas ouf la relation, si bien que Niels Bohr, il a fini par aller travailler chez Rutherford. Eh ouais, il a été chez l'élève de son maître, donc il est devenu l'élève de Rutherford, parce qu'il a vu que Rutherford comprenait mieux l'atome, finalement, et puis Rutherford aussi était beaucoup plus accueillant, beaucoup plus encourageant, bref, humainement, ça matchait beaucoup plus. Et donc Niels Bohr, pendant un moment, a été l'apprenti, on va dire, de Rutherford, et donc, qu'a fait l'élève de Rutherford? Eh ben Bohr aussi, il a travaillé sur le modèle de l'atome, et justement, il a voulu répondre à ce problème de l'absorption et de l'émission de certains rayonnements par les atomes. Franchement, il a bidouillé, on va pas se mentir. Il a repris un peu le modèle de Rutherford, il s'est dit OK pour le modèle planétaire, parce qu'après tout, l'expérience de la feuille d'or montre qu'on a un noyau au centre et des électrons autour, mais il s'est rendu compte qu'en contraignant les électrons à être seulement sur certaines orbites de rayons bien définies, et en interdisant aux électrons d'être sur d'autres orbites, autrement dit, je vous fais un petit dessin, c'est un modèle planétaire que je vais qualifier de modèle semi-quantique, parce qu'il introduit déjà une notion de physique quantique. Je peux pas vous donner tous les détails de cette histoire de la physique quantique, parce que là, franchement, si je pars là-dessus, j'en ai pour 1 heure, mais si ça vous dit une vidéo, j'adorerais vous faire une vidéo sur l'histoire de la physique quantique, comment elle est née, à partir de quelle expérience, et quel a été le cheminement. Franchement, c'est un truc de ouf, j'adore. Donc si ça vous dit, vous m'écrivez physique quantique dans les commentaires et je vous fais une vidéo. Par contre, on part sur 3 quarts d'heure, je pense. Je reviens donc au modèle semi-quantique. Ce que Bohr, il a dit, ça va être que les électrons, au lieu de se balader où ils veulent, eh ben, il y a des orbites comme ça, de rayons très bien définis. Et donc les électrons, ils ont le droit de n'être que à cet endroit-là. Donc par exemple, je vais en avoir ici, je mets un peu au pif, mais les électrons ont interdiction formelle de se trouver
ailleurs que sur les orbites définies. Après, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail que ça. Et donc, il pose ce modèle-là, et en fait, en mettant ce modèle-là en équation, il arrive à prédire de manière très précise les longueurs d'onde d'absorption et d'émission de certains atomes simples. Pour être plus précis, l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes. Donc en réalité, ça ne le fait pas encore pour les atomes polyélectroniques, qui ont plusieurs électrons. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais du coup, ça permet d'une part, dans l'hypothèse de base de son modèle, de dire que l'électron ne va pas se cracher, qu'on répond à cette propriété à laquelle on n'arrivait pas à répondre. Par contre, j'ai dit que c'était la bidouille, c'est-à-dire que lui-même reconnaît qu'il ne s'est pas justifié cette contrainte qu'il a imposée. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est pour ça qu'à la fois ce modèle semi-quantique, à l'époque, il y a pas mal de gens qui s'y opposent, pas mal de physiciens qui ne sont pas d'accord. Il y a des expérimentateurs, ils vont travailler sur l'ion hélium+. D'accord ? Donc l'ion hélium+, il a 2 protons, 1 électron, et il se trouve qu'il y a des expérimentateurs qui vont travailler dessus pour avoir le spectre d'absorption, donc en fait les longueurs d'onde auxquelles l'hélium peut absorber ou émettre de la lumière, et il y a un expérimentateur qui dit « les gars, le modèle de Bohr, c'est pas bon, parce que il prédisait qu'entre deux, alors je vous la fais courte, mais entre 2 énergies, il y avait un rapport 4, et en fait l'expérimentateur il dit non, expérimentalement on trouve 4,0016. Ça c'était le nombre de la prédiction du modèle de Bohr, pour le rapport des énergies entre 2 transitions, je ne rentre pas plus dans le détail, et ça c'est ce qui a été déterminé expérimentalement. Et du coup il y en a qui ont dit, vous voyez, il n'a pas le petit 0,0016 d'écart, donc son modèle est faux. Et Bohr, le mec il est chaud quand même, hein. Il a juste dit, ouais mais les gars, j'avais négligé la masse de l'électron. Et il a refait son calcul en prenant la masse de l'électron, et là, bim, il a trouvé 4,00163. Et là, je peux vous dire que tous les physiciens, ils ont dit, ah ouais, Bohr, il est balèze de ouf. Donc, l'histoire de ce modèle semi-quantique de Bohr, c'est que effectivement, on ne sait pas expliquer l'hypothèse. Bon, aujourd'hui, attendez la suite, mais à l'époque, il ne sait pas justifier pourquoi il contraint les électrons dans ses orbites, mais au niveau du pouvoir prédictif, il a mis tout le monde sur le cul. Et donc après, il était en tournée avec son atome, il allait faire des conférences partout pour présenter son modèle atomique, machin, etc. Ah ouais, il était en tournée avec son atome, Bohr, il était à fond les boudins. Et d'ailleurs, si je vous fais une vidéo sur la physique quantique, Bohr est vraiment un des personnages principaux, parce que c'est le représentant de l'école de Copenhague, qui a eu des débats très animés avec Einstein. Et donc, si je vous fais une vidéo là-dessus, on parlera du fameux débat entre Bohr et Einstein, qui est passionnant. Bon, si on avançait un peu au-delà, en fait, ce qui se passe, c'est que Rutherford Bohr, ça arrive au même moment, on est au début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, et au moment même où on est en plein avènement de la physique quantique. Le modèle suivant, c'est quoi ? Parce que ce modèle de Bohr, du coup, il n'est pas suffisant. Et le modèle suivant, je ne peux pas vous donner un nom, parce que là, je dois vous en citer plusieurs. Je dois vous citer Bohr, Heisenberg, Schrödinger, bref. Toute cette team de physiciens qui ont porté la physique quantique et donc la physique moderne, la suite en fait c'est la physique quantique. Si je devais vous donner des noms, évidemment Schrödinger, on est obligé de le citer, parce que la fameuse équation de Schrödinger, que je ne peux pas expliquer en si peu de temps, c'est elle qui va décrire les fonctions qui permettent de comprendre comment il faudrait modéliser l'atome. Il faut évidemment parler de Heisenberg avec son fameux principe d'indétermination, qui est souvent mal traduit comme étant principe d'incertitude, et c'est bien dommage. Il faut parler bien sûr de Born, de Bohr, etc. Et il y en a plein. Et donc, le modèle valide aujourd'hui pour décrire l'atome, c'est le modèle quantique, qui se repose sur un formalisme mathématique qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup moins accessible. L'avantage du modèle quantique, c'est qu'il décrit bien tous les phénomènes qu'on observe à l'échelle submicroscopique. L'inconvénient du modèle quantique, c'est que si vous me demandez de vous donner une représentation de l'atome, on est incapable de le faire, parce que toute représentation unique de l'atome, elle serait soit incomplète, soit fausse. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est que finalement, le modèle quantique, on va plutôt reposer sur un modèle où on va pas dire que les électrons occupent des orbites, les électrons sont plus dans l'espace, les électrons sont dans des orbitales. Et en fait, ces orbitales décrivent plutôt une densité de probabilité de présence, et elles interdisent la notion de trajectoire. Donc dans ce modèle quantique, les électrons n'ont plus de trajectoire, la description change complètement, on va utiliser de la physique ondulatoire, notamment via l'équation de Schrödinger, et du coup ça, ce serait la suite dans un prochain épisode. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir un atome ? Est-ce qu'on peut voir un atome ? C'est hyper intéressant. Il se trouve qu'on arrive à reproduire des images d'atomes, c'est-à-dire qu'il y a des microscopes à effet tunnel qu'on passe sur des surfaces, donc on va utiliser plutôt des signaux électriques pour détecter des surfaces, et on peut recomposer une image. Mais techniquement, est-ce qu'on peut voir avec un appareil optique ? Absolument pas. Impossible. On n'a pas de photo de l'atome. On n'a que des reconstitutions. Mais pire que ça,
on ne peut pas représenter l'atome. Et c'est ce qui fait que la physique quantique, elle est encore plus dure à enseigner qu'elle est fascinante. Je pense que c'est important de dire que le modèle quantique... Alors, 1926, je me cale plutôt sur l'équation de Schrödinger, qui pour moi est l'équation emblématique de la physique quantique, qui décrirait le mieux l'atome. Parce que quand on résout l'équation de Schrödinger, on a accès à toutes les fonctions qui décrivent le comportement des électrons dans l'atome. 1926, ça veut dire que ce modèle quantique, il va avoir un siècle. Et en un siècle, on n'a pas réussi à le remettre en cause. C'est-à-dire qu'il est tellement robuste et puissant qu'il nous permet de faire des prédictions qui sont toujours valables. En tout cas, à l'échelle des atomes et des molécules, parce que j'ai parlé du modèle quantique de l'atome, mais en réalité, la physique quantique, elle va au-delà. Elle décrit même la structure des molécules, la réactivité des molécules. Donc, il y a la chimie quantique qui va dans la lignée de la physique quantique et qui permet d'étudier le comportement chimique des molécules. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux compris, mais je dirais qu'on ne le remet pas en cause, mais on a encore des fois du mal à le comprendre. C'est-à-dire que si on dit la théorie quantique doit nous prédire quelque chose et qu'on le teste, ça fonctionne. Mais est-ce qu'on comprend toujours pourquoi ? C'est pas sûr. Je voudrais essayer de vous faire comprendre en quoi la physique quantique, sans rentrer trop dans les détails, c'était extrêmement déroutant. C'est qu'en fait, on perd plusieurs notions auxquelles les physiciens étaient attachés. Pour commencer, le principe de causalité est remis en cause. C'est-à-dire que dans la physique classique, une cause produit les mêmes effets. Dans la physique quantique, le fait de travailler avec des probabilités fait que ce n'est plus le cas. Il y a un hasard quantique qui fait qu'une condition initiale peut donner plusieurs possibilités. Donc rien que ça, c'était extrêmement difficile à accepter et ça donnait des débats hyper animés entre les physiciens. Et en fait, il se trouve que c'est un débat qui a duré très longtemps, bon du coup je le spoil un tout petit peu, entre Bohr et Einstein, de savoir est-ce qu'il y a un hasard intrinsèque à la physique quantique ou est-ce que c'était un faux hasard ? Un faux hasard, ce serait par exemple quand je lance un dé à 6 faces, vous allez dire oui, tu as une chance sur 6 de faire 6. C'est vrai, mais c'est un faux hasard. En réalité, si je connais la position du dé dans la main, la distance avec la table, la vitesse initiale, etc., si on avait tous les paramètres, on serait capable de prédire sur quelle face tomberait le dé. Le hasard quantique, c'est pas ça. C'est un vrai hasard intrinsèque qui n'est pas régi par des propriétés qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est ce qui rend cette théorie si troublante. Ensuite, on abandonne une représentation possible de l'atome, comme celle-ci. On n'a plus de possibilité de représenter l'atome. On abandonne la notion de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a le principe d'indétermination de Heisenberg qui interdit de définir simultanément une position et une vitesse pour une particule. On trouve souvent dans les ouvrages ce principe qui est mal traduit et qui dit qu'il est impossible de connaître avec suffisamment de précision la vitesse et la position d'une particule, mais c'est pas ça, c'est pas une question de précision expérimentale, c'est vraiment une question de grandeur non déterminée. Bref, pour qu'une particule ait une trajectoire, il faut à la fois une vitesse et une position. On doit abandonner cette idée de trajectoire puisque ces particules ne peuvent plus avoir ces deux propriétés définies simultanément. Et donc ça ouvre sur quelque chose de nouveau qui est extrêmement perturbant, qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui est que finalement un électron, on ne peut plus le définir comme une particule, parce que dans certaines expériences, il présente un comportement plutôt ondulatoire. On ne peut pas le définir non plus comme une onde, parce que dans certaines expériences, il présente des propriétés plutôt de particules. C'est un petit peu comme si vous regardiez un cylindre. Le cylindre, il est comme ça. Si je le regarde de cette manière-là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un cercle, d'accord ? Si je le regarde d'ici, de haut, qu'est-ce que je vois ? Je vois un rectangle. Pourtant, le cylindre n'est ni un cercle, ni un rectangle. C'est un cylindre. En fait, c'est un peu pareil pour l'électron. L'électron n'est ni une particule, ni une onde, mais il peut présenter, en fonction de la manière dont on le torture dans une expérience, les propriétés de l'un ou de l'autre. Et donc vous voyez que cette physique quantique, même si c'est la théorie la plus robuste pour décrire l'atome, elle est aussi arrivée avec tout un tas de concepts qui étaient extrêmement difficiles à accepter. C'est ça qui fait qu'elle est si passionnante à enseigner, mais aussi difficile à comprendre. Et donc je vais ressortir la fameuse phrase que Niels Bohr disait à la fin de ses conférences sur la physique quantique. « Si vous m'avez bien compris, c'est que je n'ai pas été clair ». Et ce qu'il voulait mettre en évidence là-dedans, c'était le fait que la physique quantique est complètement pas intuitive et que du coup, dès qu'on fait appel à notre intuition, on est très vite amené à faire des conclusions fausses sur cette physique quantique. Pourquoi je m'intéresse aux atomes ? Parce que là, je vous ai parlé de physique, en fait. C'est peut-être là-dessus qu'il faut conclure la vidéo. Parce que l'atome, est-ce que c'est la propriété des physiciens ou des chimistes ? Parce que moi, je suis un chimiste, donc l'atome, pour moi, c'est la brique élémentaire, c'est mon Lego, si vous voulez, pour fabriquer des molécules. Et puis les transformations chimiques, c'est rien d'autre que des réarrangements entre atomes, finalement, qui vont fabriquer des molécules. Donc pour moi, c'est un point de vue et c'est subjectif. L'atome en lui-même, c'est plus un objet de physicien, parce que ce qui se passe dans l'atome, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la structure du noyau, ici, on a juste dit, c'est une charge positive.
Rutherford. Mais en 1917, on a trouvé qu'il y avait des protons. Et puis en 1932, on a trouvé qu'il y avait des neutrons. Et donc, tout ça, c'est lié par ce qu'on appelle l'interaction forte, notamment. Il y a des interactions électrostatiques qui lient les électrons au noyau. Donc tout ça, on est plutôt sur un objet, pour moi, de physique. Mais dès que les atomes commencent à communiquer l'un avec l'autre, donc à former des liaisons entre atomes, donc des liaisons chimiques, bah là on est plus sur un objet de chimiste. Donc finalement pour moi l'atome c'est un peu l'objet des deux, c'est-à-dire que la séparation entre physiciens et chimistes, elle me semble souvent un peu factice, et bah, là c'est le cas aussi. En tout cas, moi j'aime autant la physique que la chimie quand c'est pour parler d'atomes. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode particulier vous a plu. Pour nous, le seul moyen de le savoir, c'est que vous nous le disiez dans les commentaires, partagez-le, et si on voit que la vidéo plaît, on pourra vous faire d'autres épisodes un petit peu dans le même style, avec des petites histoires, des anecdotes, etc. J'en ai plein en stock. La physique quantique serait le deuxième épisode de cette série. Je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos gentils messages, c'est ça qui nous encourage à faire toutes ces vidéos. Je remercie également Brian qui se tient derrière la caméra de Onde Production, qui sont toujours avec nous pour faire des vidéos de grande qualité, et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos au labo avec Atomos.